Bonjour et bienvenue dans Fan 2, un format interview jardinage pour parler de tout, de rien, mais surtout mettre les mains dans la terre avec une personnalité ultra stylée. Fan 2, ça veut dire fan de carottes ou de navets, mais aussi fan de quelqu'un qui transforme la société avec ce qu'il ou elle fait. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Charlotte, plus connue sous le nom de mangeuse d'herbe. C'est Tipa, on la reçoit dans 3, 2, 1, c'est parti! Charlotte, elle aime sentir la brise du vent et se connecter à son animal totem, le pigeon. Elle n'aime pas le mot bienveillance et l'appropriation culturelle. Je suis trop contente de te recevoir. Moi aussi, je suis trop heureuse. En fait, on est mutuellement fans de l'une et l'autre. Grave. Il y a des gens malheureusement qui ne te connaissent pas encore ici. Il est temps de te présenter. Alors, je m'appelle Charlotte, je suis la créatrice de Purée. Bonjour. Bonjour, je suis Charlotte, la créatrice du compte Mangeuse d'herbe. C'est un compte food destiné à avoir des recettes véganes et afro-véganes. Et je suis également conférencière sur la question animaliste et antispéciste décoloniale. Je vous avais dit, elle envoie du lourd. On a du boulot aussi. Donc nous avons devant nous des œillets, des pois de senteur ainsi que des petites capucines à repiquer. Ah ouais. On a les racines qui commencent à faire un petit peu trop leur life. Et ça nous indique que ça y est, elles sont un peu à l'étroit. Ouais. Donc, on fait du repiquage. Ah oui, alors, non, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Charlotte a la plus belle des manicures. Non mais, c'est vraiment les plus beaux ongles du monde. Donc cette vidéo, elle est aussi là pour vous prouver qu'on peut faire du jardinage avec des ongles de 15 cm quoi. Tout est possible. Tout est possible. Comment t'es arrivée dans la bouffe, toi? J'ai fait un peu de tout dans ma vie, tu vois. Ok. J'ai été interprète langue des signes, j'ai été styliste modéliste, je travaillais dans la mode. Et ensuite, quand je suis passée végane, en fait, j'étais un peu hyper vénère, hyper en colère, donc il fallait que j'agisse et que j'aille parler à des gens, qu'ils le veuillent ou non. Souvent, j'étais plutôt face au refus des gens par rapport au plaisir de l'alimentation. Genre, dans la famille, on disait non, mais de toute façon, tes recettes, là, il n'y a pas de goût, c'est pas de nos palais. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire des repas véganes, à me foirer royalement. Okay. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, on va juste végétaliser ce que tu sais faire. Tu restes sur tes acquis, la cuisine traditionnelle antillaise. Tu sais la faire, juste retire la viande et pose-toi la question de qu'est-ce qui fait qu'il y a de la viande dedans. Donc très souvent en fait c'est le sel, c'est le goût un peu fumé, un peu plus rond, etc. Et du coup à partir de là j'ai commencé à créer mes propres recettes avec beaucoup de simili souvent parce que justement comme je voulais persuader des omnivores, fallait vraiment qu'il y ait ce côté substitut qui ressemble en mode tu vois c'est exactement pareil, tu n'as rien à perdre, tu ne perds rien du tout. Voilà, t'as tout à gagner en passant vegan ou en diminuant ta consommation d'animaux qui n'ont rien demandé. Mon métier de chef, ça reste toujours, ou même de créatrice de contenu food d'ailleurs, ça reste toujours un prétexte parce que pour moi c'est plus le moment, l'opportunité de parler de questions un peu plus politiques et même de rapport au vivant en général, de questions de classe, de questions de race, etc. C'est l'objet de notre prochaine rubrique qui s'appelle Prise de chou. On va parler d'un sujet que les haters gonna hate, l'afro-véganisme. Ah bah si, si, on va en parler. Qu'est-ce que c'est l'afro-véganisme? Au même titre que le véganisme, on va être dans une lutte de consommation qui va exclure certains produits et aussi bien sûr avoir une alimentation végétalienne. Dans l'afro-véganisme, on va avoir un peu un multifacteur qui va s'approcher, déjà être issu de la communauté noire et puis manger vegan, déjà ça fait de toi un afro-vegan, parce qu'en fait que ce soit en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, notamment aux Caraïbes, on peut voir à travers la nourriture que c'est extrêmement végétalisé, même si c'est très carné, c'est aussi très carné pour des raisons. Le colonialisme. C'est le moment où je mets une belle incruste en rose. L'afro-véganisme, ça permet déjà de poser une conscience, on va dire, traditionnelle, historique, notre manière de consommer, de revenir par rapport à nos légumes pays, parce qu'il faut savoir qu'à travers le colonialisme et la colonisation et l'esclavage, il y a eu aussi l'arrêt et la banalisation de certaines consommations. Donc par exemple la viande, mais aussi par exemple le blé à foison. Tout ça c'est aussi un état d'esprit qui a été conduit
conditionné par le colonialisme, par l'esclavagisme. Et du coup, le fait de choisir une voie, on va dire, de la compassion, de la gratitude, du rapport au vivant, surtout d'être ensemble plutôt que dominer, c'est vraiment un pied de nez incroyable en tant que personne racisée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire des Accras? Parce que comme ça, dans l'imaginaire collectif, les Accras, c'est lié aux Antilles, c'est un peu le plat traditionnel des Antilles, quoi. Tout à fait, oui, c'est le porte-drapeau, je l'appelle le porte-drapeau. Souvent, quand je parle de l'histoire des Accras, c'est surtout l'histoire du cabillaud, l'histoire de la morue, hein, donc de ce poisson d'eau froide, en fait, qui n'est pas endémique à la Caraïbe. Comment ça se fait que c'est devenu notre porte-drapeau alors qu'on ne le trouve même pas sur une île? Où est-ce qu'on trouve souvent traditionnellement dans les plats de la morue? Portugaise. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Les esclavagistes avaient aussi grand besoin d'avoir leurs produits locaux. C'était une manière déjà de retrouver leurs habitudes un peu culinaires. Et en plus de ça, c'était aussi un outil, le poisson, mais comme le cochon, de créer une dépendance économique dans les colonies. La nourriture de l'esclavisé, ça va être avoir notamment de la viande salée ou du poisson salé. Il y avait vraiment cette volonté de rendre dépendants les colonies à l'importation. Et on sait aujourd'hui que même dans les îles, les DOM, etc., les gros problèmes, c'est le traitement notamment des déchets, le prix de la vie chère, puisque lié à l'importation, et que justement, en fait, tout est fait de monoculture. Hein. On a fait en sorte de bien enfermer les colonies dans du travail de coton, de canne, la banane, aujourd'hui. Ça m'a fait péter un câble de savoir que la banane, en fait, n'a jamais poussé, ne vient pas à l'origine des Antilles, en fait. Exactement. En fait, il y a pas mal de fruits comme ça qui ne sont pas endémiques. Par exemple, la banane, c'est pour ça qu'en fait, on se heurte un peu avec le charançon, à des gros problèmes, entre guillemets, de besoin d'avoir des pesticides énormes, type chlordécone. On tue vraiment le corps à la racine. Bon, déjà, monoculture, on sait tout le monde ne le sait pas, mais non, on le sait ici. Voilà, pas bien. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le chlordécone? Est-ce qu'on confronte à ce ravageur qui est pas un ravageur, qui est juste un peu un gars qui fait son taf? Voilà, un opportuniste qui fait son taf de manger ce qu'il y a en trop. Donc déjà, les monocultures, il va se dire attends, mais ça c'est vraiment beaucoup trop. C'est quelque chose qui n'a pas été créé avec l'écosystème et qui n'est pas trop en harmonie avec. Du coup, il se développe et puis il te bouffe tous tes plants de banane. Et du coup, toi, tu mets des pesticides nocifs pour tout le monde, pour lui, mais aussi pour les populations. Donc ce que certains appellent radicalité, en gros, c'est un combat contre les dominations, en fait. Pour toi, racisme, spécisme, same shit. Exactement. Ce spécisme, justement, hiérarchiser des vies, lesquelles vies valent mieux que d'autres, justement, c'est totalement lié. C'est-à-dire, il y en a que je peux câliner, il y en a que je peux consommer, il y en a qui ne méritent pas de vivre. Parce que ce sont des ravageurs ou des espèces invasives. C'est intéressant à questionner notre rapport justement à comment est-ce qu'on justifie ce qui est pourquoi ils essentiel. sont là, quoi. Voilà, pourquoi ils sont là et moi j'adore les pigeons notamment pour ça. Oui, c'est notre animal totem à toutes les deux. Tout le monde déteste le pigeon, mais le pigeon il est incroyable. À une époque, les humains ont tissé des liens hyper étroits avec cet animal. On le traite comme un nuisible ou comme des animaux dont on voudrait se débarrasser, mais en fait on les a fait venir, on les a fait naître, comme un peu les espaces de questionnement de la migration. On peut pas semer la guerre et pas récolter des migrants ou créer de la colonisation, de l'esclavagisme et que les descendants ils fassent partie de ton quotidien. Et en fait pour moi quand je vois les pigeons c'est vraiment genre mes frérots, parce qu'en fait ils ont réussi à s'adapter. Il faut savoir qu'avant on mangeait pas de poulet, en France on mangeait du pigeon, donc à la fois ils ont nourri par leur corps, ils ont été utilisés, dressés avec pendant la guerre, les pigeons voyageurs, il y avait des énormes volières, donc là on a leurs descendants badass et ils en ont rien à foutre, ok, ils sont rien à foutre, ils traversent au vert. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont beaux tes plans là. Ah ouais? Non, lui il manque un peu de terre. Et lui aussi. Non mais il faut être plus généreuse en terre quand même. D'accord, je voulais pas l'étouffer. Non parce que dis-toi que quand on arrose, la terre elle se tasse. Wow. Tu passes à Boboma? Ah j'adore. Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle rubrique arrive et elle s'appelle Action, pois chiche ou vérité. Je ramène parmi nous un pot rempli de pois chiches. La règle de ce jeu est très simple. Tu vas devoir faire comme dans l'émission Motus, mélanger les pois chiches et en récupérer un. Si tu tombes sur rien, tu le vires. Si tu tombes sur un bleu, c'est vérité. Et si tu tombes sur un rose, c'est action. Allez. Motus. Oh, Qu'est-ce
que c'est? Oh, c'est rose. Tu dois faire du air cuisine et tu dois concocter le plat qui fera que n'importe quel viandard se convertit au véganisme. Ok. Donc moi je te suis dans la recette. Alors qu'est-ce qu'il te faut comme ustensile? Une marmite. Voilà. Sors-moi tout ce que t'as. Alors Charlotte, que vas-tu nous concocter aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire des PSET. Ça permet d'avoir en fait quelque chose qui se conserve hyper bien chez toi. C'est genre un peu comme lyophilisé. Tu réhydrates avec un petit peu d'eau tes protéines de soja texturées et après c'est la versatilité assurée et c'est très simple à faire. Tu peux les faire bien sûr en mode simili dans ta bolognaise. Tu peux faire un petit hachis avec et tout est dans la sauce que je vais faire dans ma marmite. Donc là je prends ma sauce soja. Hop. Ensuite, je remplis avec de l'eau. Et là, je touille. On met un petit peu de sucre pour que ça colle un petit peu. Ça donne un côté un peu plus rond. Donc un peu de sucre. Voilà. J'ajoute là plein d'épices. Un peu de gingembre. Un peu de paillettes de piment. Un peu de coriandre. Non, c'est dégueulasse. Non, ok, pardon. Mais on peut mettre un peu de persil et un peu de paprika fumé. Là, il y a ça sent bon. Là, on a nos PST qu'on a réhydratés. On en met une bonne poignée. Une bonne poignée. On les a déjà réhydratés. Et puis là, hop. Là, il faut que tout soit absorbé. Et là, oh, c'est un super mélange de sauce et de... Waouh. Et ensuite, si on veut bien finir le tout, on le passe au four un petit peu. Parce que souvent, ça peut être un petit peu... Il y a un peu trop d'eau dedans et du coup là ça le sèche un peu et du coup là on a une texture bluffante pour n'importe quel omnivore qui veut sa viande. Trop bien. Est-ce qu'on peut retrouver la recette quelque part? Oui, sur Insta. Je mettrai les liens en barre d'infos évidemment. Attends, mais on va les goûter quand même ces PST. Ah ouais. Mais finalement dans la viande c'est souvent les épices qui font tout, la sauce. Exactement. Et là en fait l'intérêt c'est que c'est une base neutre et on l'assaisonne absolument comme on veut. Ouais, c'est ça. Et moi j'aime bien en acheter des un peu larges, comme ça du coup là la versatilité est augmentée parce que tu peux les mixer pour les rendre encore plus petits, les garder vraiment gros pour faire des sortes de petites escalopes. Voilà, tu peux tout faire. On adore. On passe à la rubrique mauvaise graine. Tu m'as dit que tu faisais de la green guérilla. Bah déjà, je viens de te dire à cause de toi. J'ai pas trop travaillé le truc en mode bombe à graines avec vraiment des trucs un peu complexes. Non, je prends juste mes pommes de terre quand elles sont trop germées. Tu balances des pommes de terre dans les genre dans les jardins, ouais, ou dans les espaces un peu près où ça montre un peu la puissance de la ville, le rayonnement. Bah je balance des patates. J'adore. Voilà. J'aime bien parce que c'est vrai qu'en plus les pommes de terre ça pousse trop facilement. Ça pousse trop facilement. Et après je regarde, je prends des petites photos. Dans mon portable, tu peux trouver des photos de pigeons et des pommes de terre germées. Et alors en off avec Charlotte, on a aussi parlé d'une formidable plante qui s'appelle l'amarante. Après nos discussions, on s'est dit que c'était quand même une super plante de la green guérilla. Est-ce que tu peux raconter pourquoi? En France, on peut parler vachement d'écoféminisme, de green guérilla, mais il faut savoir que déjà, toutes ces bases, elles ont une source moins hors sol, quoi, avec des réalités directes, comme ça s'est produit notamment en Argentine. En 2012, il y a eu un des plus gros centres de culture Monsanto qui allait être ouvert, je crois que c'était 48 000 hectares. What? Ouais, et dis-toi que notamment les femmes ont réussi à destroy ce problème qui était en train de s'implanter, défoncer bien sûr la santé de leurs enfants, leur terre, etc. Grâce à justement l'amarante qui déjà a commencé à se développer d'elle-même, donc c'est même pas juste les humains, c'est vraiment une alliance interespèces parce que l'amarante en fait, elle en a rien à foutre des pesticides quoi. Exactement. C'est considéré comme une mauvaise herbe. Oui, tout à fait. Et bah cette mauvaise herbe, elle s'est quand même développée d'elle-même dans quelques champs de Monsanto. Une fois que les locaux ont capté ça, ils ont fait en sorte de faire justement des bombes de graines à base d'amarante. Et faut savoir que du coup, en fait, elle défonce tout ce qui va être produit OGM, elle assainit les sols et en plus, elle va faire en sorte de tout recouvrir du coup. Elle va vraiment faire solidarité avec les populations qui vont justement lutter avec elle, qui ont fait en sorte que Monsanto quitte quoi. Alliance avec ça génial. Déjà cette notion dont tu parles de lien interespèces, c'est de se dire que finalement il y a plein d'alliances à créer avec des plantes. De temps en temps on se fout un peu de la gueule de mon discours de green guérilla, que finalement c'est un peu mignon de balancer des bombes de graines comme ça à droite à gauche, mais que c'est pas ça qui fait changer les choses. On a la preuve que
Voilà, il peut y avoir une grosse dimension politique derrière, quoi. Très grosse. On peut le voir avec des alliances interespèces, ça peut être aussi avec les animaux. C'est pour ça que je parle aussi pas mal du charançon. Plutôt qu'être en mode détestation de ce nuisible, entre guillemets, ce ravageur qui va faire qu'on utilise un pesticide, c'est plutôt, en fait, on utilise un pesticide qui n'a rien à foutre là, contre un être vivant qu'on veut détruire. En fin de compte, c'est notre vivant qu'on détruit. Donc en fait, au lieu d'être contre lui, soyons ensemble et faisons en sorte que, ici, on ne puisse plus avoir une banane à 1,99 € alors que les gens ne sont même pas capables de nous offrir de l'eau potable. On commence à crever de chaud ici. Je crève. Mais j'ai tellement encore de questions à te poser, Charlotte. Est-ce que tu peux me parler du rapport qu'ont les Antillais à la nature, justement? C'est pas du tout la même nature qu'ici, en France métropolitaine. Ouais, en fait, le rapport à la nature, il est à la fois essentiel et conflictuel. Que ce soit dans nos traditions, on a un rapport à la nature, au vivant, à la pharmacopée, aux plantes, qui a vraiment survécu, on va dire, à la colonisation. Ensuite, on est entouré quand même d'une nature qui, à la fois, entre guillemets, est la raison pour laquelle on nous a enchaînés. C'est pour ça que j'adore questionner tout ce qui va être le rapport à l'apiculture au miel. Pourquoi je ne consomme pas de miel? Aussi parce que rien que dans le jargon de l'apiculture, il y a vraiment des réponses évidentes, quoi, genre la colonie. Et comment est-ce que justement on va utiliser les abeilles comme force de travail, reprendre leurs ressources, et ensuite, parce que ce sont des insectes, donc elles vont faire que aller reproduire, on va leur retirer des cases, on va les empêcher d'essaimer, de partir. Donc il y a vraiment une question de la captivité qui est hyper intéressante aux abeilles. Wow. C'est assez deep. Donc il y a vraiment une question de la rhétorique de la liberté, de l'asservissement, de la captivité, et en plus tout ça passé de joli nous on sait ce qu'on fait, et ça c'est tellement l'écologie classique, ou alors l'élevage classique. Quand je dis classique, je dis mainstream, je dis blanche, quoi. Ah, je sens que ça va modérer dans les commentaires. Soyez pas en PLS, c'est pas grave. On arrive toujours de quelque part, et mais puis l'idée c'est de réfléchir. Drop the tear. J'aimerais que ce moment dure encore des heures, mais malheureusement on arrive à la fin de la vidéo. Et du coup la dernière rubrique c'est la fin des haricots. Les haricots avec un Z. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Premier, rentrer chez moi. Donc je rentre en Guadeloupe, salut. Moi je suis trop triste, mais bon écoute, voilà, c'est la vie. Chez moi je vais travailler sur plein de concepts véganes et caribéens. Aussi créer des espaces de sanctuaires pour animaux. J'espère acheter de la terre, parce que c'est très important d'occuper l'espace, de prendre sa place, parce que c'est vrai que en tant qu'hexagonale, ça, je vis ici depuis pas mal de temps. Je me heurte aussi à cette question de la lutte, et c'est vrai que être à Paris, du coup on peut vraiment être beaucoup plus efficient selon ce que l'on vise. Mais pour moi c'est aussi hyper important d'incarner ces valeurs et d'être au contact de la population, de ma famille aussi, qui peuvent être touchés par les questions du chlordécone, soigner les corps à travers la nourriture. Voilà quoi, beaucoup de choses. Évidemment qu'on continuera de te suivre dans tes aventures. Il est maintenant temps de célébrer toutes les petites pousses qu'on a repiquées. On va se lancer dans la danse de la pousse. Alors attention, c'est par la danse de la pousse. Allez, on a besoin d'aller prendre l'air. À très bientôt pour un prochain épisode de Fan 2. Plantez tout, plantez-vous. Love sur vous.